Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs des troisième journées ophtalmologiques de Béjaïa pour leur invitation. Malheureusement, je ne peux être présent physiquement avec vous pour des raisons professionnelles, si bien que je vais faire ma présentation par vidéo. La gestion des cornées fines chez les patients ayant un kératocone évolutif est un défi. Comme vous le savez tous, le kératocone est une ectasie de la cornée, entraînant une déformation conique et un amincissement de celle-ci. Elle apparaît généralement à l'adolescence et progresse jusqu'à la troisième décennie avec une évolution bilatérale mais asymétrique. Cette ectasie est responsable d'un astigmatisme irrégulier et d'aberrations optiques de haut degré, avec pour conséquence une baisse d'acuité visuelle et pour le patient une altération de sa qualité de vie. Comme vous le voyez sur ce schéma, on a une déformation conique qui est donc une protrusion antérieure de la cornée, qu'on peut voir sur un œil humain classique. Pour le patient, ça se traduit par une vision floue, très proche de la photo que nous voyons ici. Une des méthodes de prise en charge du kératocone évolutif est le crosslinking. Le cross-linking du collagène cornéen est proposé en cas de progression avérée sur deux examens tomographiques. Néanmoins, il y a des exceptions. Tout d'abord, chez l'enfant et l'adolescent, en cas d'ectasie postlasique, c'est-à-dire sans rapport avec un kératocone, et dans les infections cornéennes sévères et ne répondant pas au traitement usuel, comme l'a décrit mon collègue et ami Dr Taibi. Le cross-linking a permis de réduire considérablement les listes des patients en attente de greffe de cornée. De plus, la combinaison de celui-ci aux autres moyens thérapeutiques, c'est-à-dire les anneaux intracornéens, les implants FAC et les lentilles de contact, a permis la réhabilitation visuelle chez la majorité de nos patients. Sur le plan physiopathologique, le principe du crosslinking, qui est réalisé sous anesthésie topique, repose sur une imprégnation du stroma cornéen par de la vitamine B12 ou riboflavine, associée à une irradiation de la cornée par des UVA. L'interaction de ces deux éléments, en présence d'oxygène, libère les radicaux libres, entraînant la création de lésions covalentes entre les lamelles de collagène dans la matrice extracellulaire, qui vont renforcer ou durcir la cornée. D'autre part, un processus de dénervation a aussi son rôle à jouer dans l'efficacité du crosslinking. En effet, il diminue la sensibilité cornéenne et l'envie de se frotter les yeux, ce facteur étant principal dans l'apparition et dans le développement des kératocones. Comme vous le voyez, donc la riboflavine va être activée par les UVA, ce qui va générer des réactions chimiques sur deux voies. Tout d'abord, une voie de glycosylation et une voie d'oxydation. Et c'est la corrélation entre ces deux voies qui va entraîner la formation de liaisons covalentes entre les fibres de collagène et les renforçant comme le schéma que vous voyez ici, rendant la cornée plus dure. Pourquoi les cornées fines constituent un défi? Tout d'abord, un peu d'histoire. Le protocole conventionnel du crosslinking ou le protocole de Dresde a été fait pour les cornées dont la pachymétrie va au-delà de 400 microns. Pourquoi? Parce que l'intensité des UVA corrélée au temps d'exposition rendait dangereux pour l'endothélium cornéen toute exposition aux cornées plus fines. Selon une étude, environ 25% des patients atteints de kératocone présentent une pachymétrie inférieure à 400 microns lors de leur consultation initiale, ce qui est énorme. Majoritairement, c'est les populations d'origine asiatique et africaine, avec des cornées qui sont intrinsèquement plus fines et qui peuvent être particulièrement affectées par cette limitation. La principale question que l'on se pose, c'est que faire chez ces patients? Tout d'abord, une excellente ou une très bonne évaluation préopératoire. L'évaluation préopératoire est primordiale dans la prise en charge des cornées fines. Elle repose tout d'abord sur les examens complémentaires, la topotomographie cornéenne, l'OCT de segment antérieur, plus rarement, mais ça a tendance à se démocratiser, une aberrométrie, et enfin l'étude de la biomécanique cornéenne par l'ORA ou le Corvis. Paradoxalement, nous ne prenons pas forcément en compte l'acuité visuelle. Pourquoi certains patients qui ont un kératocone parfois très avancé ont une acuité visuelle qui est relativement correcte, qui est liée à certaines zones où la cornée est plus plate, où le patient arrive à voir, et une certaine multifocalité de la cornée, rendant l'acuité visuelle plus importante par rapport à ce que nous attendions. Pour répondre aux défis des cornées fines, différents types de crosslinking ont été évalués. Tout d'abord, l'utilisation de riboflavine hypoosmolaire. Celle-ci va gonfler artificiellement le stroma et donc rendre possible le crosslinking et donc l'utilisation des UVA.
En seconde position, nous avons le cross-linking transépithélial qui va utiliser une riboflavine spécifique qui va traverser l'épithélium. On va donc avoir une cornée plus épaisse que s'il n'y avait pas d'épithélium, rendant possible le cross-linking. La troisième méthode a été l'utilisation de techniques de débridement épithélial personnalisées, c'est-à-dire que nous débridions uniquement les zones où la cornée était la plus épaisse et en gardant l'épithélium où la cornée était la plus fine. Une des méthodes qui est utilisée de façon assez rare, mais qui existe, c'est l'utilisation de lenticule stromal cornéen. Pour faire simple, un lenticule qui a été prélevé lors d'une chirurgie oculaire de type SMILE chez un autre patient va être utilisé chez les patients qui ont un kératocone au-dessus de leur cornée pour gonfler la pachymétrie et donc pouvoir rendre possible le cross-linking. Au sein du centre Ibn al-Haytham, nous avons pris la décision d'utiliser le protocole SUB 400 du professeur Hafzi et ses collaborateurs, qui a été publié au sein de l'American Journal of Ophthalmology en avril 2021. L'idée de base est simple. Plutôt que d'essayer de manipuler l'épaisseur de la cornée, il a été convenu de modifier l'intensité de l'irradiation, de telle façon à rendre possible le cross-linking pour des cornées beaucoup plus fines que 400 microns. Comment nous faisons le cross-linking? Tout d'abord par une mesure de l'acuité visuelle, un examen à la lampe à fente, une autoréfractométrie, une topographie cornéenne par le topographe, le pentacam, une OCT de segment antérieur, l'émetteur d'UVA, le CX linker, et nous utilisons la pêche-queue transépithéliale. Nous faisons une désépithélisation mécanique après avoir fragilisé l'épithélium avec du chlorohydrate d'oxybuprocaïne. Nous imprégnons la cornée avec de la riboflavine à l'aide d'une lentille sclérale. L'intensité de l'irradiation est fixe, 3 mW par centimètre carré. La durée de l'irradiation dépend de la pachymétrie cornéenne la plus fine, mesurée après imprégnation par la riboflavine. Pour faire simple, nous prenons une pachymétrie avant imprégnation par la riboflavine, une pachymétrie 1 heure après imprégnation, parfois 2, parfois 3 heures, pour avoir la pachymétrie la plus épaisse avant d'entamer notre protocole. Bien sûr, dans un environnement enrichi en oxygène, c'est-à-dire que l'irradiation par les UVA se fait dans un environnement enrichi en oxygène. Les soins post-cross-linking sont relativement classiques, c'est-à-dire une antithérapeutique, des collyres mouillants et corticostéroïdes après cicatrisation épithéliale. Voici une image d'une lentille sclérale emplie de riboflavine chez un de nos patients. On voit bien que la cornée est bien imprégnée par la riboflavine après imprégnation par la lentille sclérale, dans la lentille sclérale. Voici le tableau que nous utilisons pour les durées d'irradiation. Comme vous le voyez, plus la cornée est fine, plus l'intensité de l'irradiation est faible. Quelques conseils pour la procédure. Tout d'abord, c'est une procédure qui n'est pas figée. Lorsque notre pachymétrie devient supérieure à 400 microns après imprégnation par la riboflavine, majoritairement chez les patients, il y a une pachymétrie entre 350 à 400, nous repassons à un cross-linking classique. Nous retirons autant que faire se peut l'épithélium autour de la zone où l'épaisseur est la plus fine, sans retirer l'épithélium à l'apex. Il ne faut pas hésiter à augmenter la durée d'imprégnation pour majorer la pachymétrie minimale avant l'irradiation. Toujours rechercher avec l'OCT de segment antérieur les remaniements épithéliaux qui peuvent fausser les mesures de la pachymétrie. En effet, chez les patients qui sont des porteurs de lentilles de contact de façon chronique, on peut avoir une hyperplasie épithéliale qui va fausser notre épaisseur cornéenne. Ne pas hésiter vraiment à faire des mesures mécaniques entre la membrane de Descemet et la membrane de Bowman à l'OCT de segment antérieur. Dans certains cas, hélas, nous n'avons pas de gonflement du stroma. Ce sont chez les patients qui ont les cornées les plus fines. À ce moment-là, nous utilisons une lentille thérapeutique. C'est-à-dire que nous faisons l'imprégnation avec une lentille sclérale, puis lors de l'irradiation, nous utilisons une lentille thérapeutique qui va gonfler le stroma de 120 à 180 microns. Nous avons communiqué nos résultats au congrès de l'ESCRS, le Winter ESCRS pour être plus exact, à Francfort en 2024, sur une cohorte de 21 patients avec une légère prédominance masculine. L'âge médian était de 22 ans et la pyramide allait de 13 à 33 ans. Sur le plan du Camax, on a eu un aplatissement modéré après 12 mois de suivi.
l'idée la plus importante est que nous avons eu un effet qui était plus important pour les cornées les plus fines, c'est-à-dire avec une pachymétrie en dessous de 300 microns et un Kmax au-dessus de 60. Sur le plan de la ligne de démarcation, nous avons toujours eu une ligne qui était au-delà de 80 microns par rapport à l'endothélium cornéen. Quelques conclusions qui sont à confirmer euh, par par l'étude d'une cohorte plus importante, c'est qu'il n'y avait pas de corrélation entre la pachymétrie et la profondeur de la ligne de démarcation. Par contre, il y avait une corrélation entre la durée d'irradiation et la profondeur de la ligne de démarcation. On n'a pas eu de changement significatif dans l'acuité visuelle, tout comme nous n'avons pas eu un changement majeur dans la pachymétrie. Fort heureusement, nous n'avons pas eu de décompensation endothéliale. Quelques conclusions à notre étude qui doivent être confirmées par l'étude d'une cohorte plus importante. Tout d'abord, une corrélation entre la durée d'irradiation et la ligne de démarcation. Plus l'irradiation était importante, plus la ligne de démarcation était profonde. Nous n'avons pas eu de changement significatif dans l'acuité visuelle et dans la pachymétrie après 12 mois de suivi. Fort heureusement, nous n'avons pas eu de décompensation endothéliale. Comme conclusion, l'introduction du crosslinking a modifié l'évolution naturelle des ectasies cornéennes liées au kératocone et par conséquent a réduit le besoin en greffe de cornée. C'est un paramètre très important, surtout dans les pays où l'accès à ces chirurgies est complexe. La prise en charge des cornées fines par différents protocoles a fait la preuve de leur innocuité, a étendu le champ des cornées à traiter. L'avenir, c'est l'individualisation des protocoles pour chaque patient, qui va constituer le prémisse à la réhabilitation visuelle. Le crosslinking n'est qu'une étape, la première étape. Il faut stopper ou ralentir la progression du kératocone. Dans un second temps, entamer la réhabilitation visuelle par des anneaux intracornéens, par une implantation par des lentilles FAC ou encore une lentille de contact. En conclusion, l'introduction du crosslinking a modifié l'évolution naturelle des ectasies cornéennes liées au kératocone et par conséquent a réduit grandement le besoin en greffe de cornée. C'est un facteur essentiel dans les pays où l'accès à cette chirurgie est complexe. La prise en charge des cornées fines par différents protocoles ayant fait la preuve de leur innocuité a étendu le champ des cornées à traiter. À l'avenir, nous allons de plus en plus vers l'individualisation des protocoles pour chaque patient. Toujours garder en tête que le crosslinking n'est qu'une étape de départ. C'est le prémisse à la réhabilitation visuelle par des anneaux intracornéens, par des implants FAC ou encore par des lentilles de contact. Et je vous remercie pour votre attention.